Bonjour à tous et merci de vous être levés ce matin pour ce premier symposium de la journée. Donc c'est la SF3PA et en son temps la SPLF attachent une grande importance à la session paramédicale et donc cette année ne déroge pas à la règle avec ce symposium paramédical autour de l'innovation en soins infirmiers, de la pratique clinique à la recherche, donc que j'ai la chance donc de présider. 3 intervenants d'horizons différents, 2 infirmiers de pratique avancée et un infirmier chercheur qui vont vous parler de soins, notamment de l'articulation entre le lien que peut être fait avec les EHPAD, la médecine de ville, mais également de la recherche clinique sur la difficile question du recours et des alternatives à l'isolement et à la contention, sujet d'actualité, très fortement d'actualité en psychiatrie. Donc nous allons commencer par Madame Sita Gaku, qui travaille dans l'équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée à Paris. Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ma voix. Donc je suis donc IPA effectivement au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Donc les GHU Paris en fait rassemblent 3 hôpitaux. L'hôpital Sainte-Anne, Maison Blanche et Péri-Vaucluse, donc on a fusionné et ça donne le GHU Paris. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la collaboration que je peux avoir en tant qu'infirmière en pratique avancée sur une équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé et de la collaboration donc établie avec les EHPAD sur mon territoire. Alors dans un premier temps, je voulais revenir un petit peu avec vous sur le fonctionnement d'une équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé. Alors pour rappel, en fait, les AMSA sont des équipes pluriprofessionnelles. Donc elles sont composées de médecins psychiatres, gériatres, cadres de santé, infirmiers, IPA aussi. Donc toutes les AMSA ne sont pas similaires. Elles travaillent auprès de personnes âgées de 65, 70 ans ou plus. On intervient à domicile ou assimilé. Donc ça peut être en EHPAD, en foyer logement, dans des hôtels, enfin voilà, un peu partout où se trouvent nos seniors. Et bien sûr qu'on intervient auprès de personnes qui présentent des troubles psychiques. Alors les missions des équipes mobiles, c'est surtout d'apporter une expertise psychiatrique. Donc on évalue les troubles psychiatriques afin d'établir ou de proposer un diagnostic. On propose aussi des thérapies à la fois médicamenteuses ou non médicamenteuses. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des équipes mobiles sont pas forcément prescriptrices. Certaines le sont et d'autres pas. On établit un suivi à court terme pour certaines équipes. Les missions des AMSA sont aussi de permettre une fluidification du parcours du patient. On coordonne, facilite les articulations et l'organisation des soins. On essaie d'éviter également les doublons avec les autres réseaux de soins, en particulier les centres médico-psychologiques avec lesquels nous travaillons, et on oriente vers la structure la plus adaptée. Les AMSA permettent également un soutien aux aidants par le biais de conseils, d'informations, et proposent aussi de la formation et de l'information auprès des partenaires, qu'ils soient du monde de la psychiatrie ou non. Alors, l'équipe mobile dans laquelle je travaille, elle est située à Paris, 3 arrondissements, Paris 9e, 10e, 19e. Donc, on intervient à domicile, mais aussi en EHPAD, foyer logement, résidence-service, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, parfois dans des hôtels. Donc, notre territoire est donc 3 grands arrondissements. Le plus grand, c'est le 19e arrondissement, où la plupart de nos EHPAD s'y trouvent. Et sur le 9e et 10e arrondissement de Paris, qui sont de petits arrondissements, nous n'avons que 2 EHPAD, et ce sont des EHPAD privés. Donc, on intervient uniquement sur sollicitation de l'EMGE. Alors, l'EMGE, c'est l'équipe mobile de gériatrie externe. Cette équipe mobile est rattachée à l'hôpital de Lariboisière, situé à Paris 10e. Et donc, c'est sur le même territoire que notre équipe mobile. Donc, en général, c'est sur sollicitation de cette équipe mobile que nous intervenons sur les EHPAD. Ça, c'est uniquement pour notre équipe mobile à nous, mais toutes les équipes mobiles ne fonctionnent pas de la même manière. Alors, la composition de notre équipe. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il y a une infirmière expérimentée en psychiatrie qui exerce à temps plein, un médecin psychiatre, mais qui est à la fois gériatre, elle a les 2 casquettes, elle est gérontopsychiatre, à la fois gériatre et psychiatre,
une secrétaire qui travaille à mi-temps et moi-même en tant qu'IPA. Et le médecin de l'équipe travaille également à mi-temps. Donc on n'a aucun lien hiérarchique entre tous les membres de notre équipe. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la complémentarité de nos savoirs. Voilà, je vous ai fait un rappel sur les activités de l'IPA. Donc toutes les missions que peuvent avoir les infirmiers en pratique avancée, des missions en clinique, en formation, enseignement, de leadership, de recherche et d'éthique. En termes de clinique, donc la prise en charge est globale, celle du patient est intégrale, qu'on exerce en psychiatrie ou pas, avec une possibilité du coup de renouveler certaines prescriptions, de prescrire certains bilans biologiques et bien sûr de coordonner les soins. Donc pour revenir sur le sujet, sur le thème, donc là j'ai souhaité en fait m'appuyer sur un cas concret, celui d'une dame que j'ai rencontrée en EHPAD. Il s'agit de Madame Pierre, âgée de 92 ans. Elle nous avait été signalée, comme je vous l'avais dit précédemment, par l'équipe mobile de gériatrie, qui en fait, sur sollicitation également des collègues de l'EHPAD, nous a sollicité pour évaluer un trouble du comportement associé à un trouble anxio-dépressif. Donc, Madame Pierre est une femme veuve, sans enfant. C'est une ancienne professeure d'espagnol. C'est une ancienne professeure d'espagnol. Elle est arrivée en EHPAD en 2018. Alors nous, on l'a rencontrée pour la toute première fois au mois d'août 2021 et notre prise en charge s'est terminée en janvier 2022. Quand on a pris en charge cette situation, Madame Pierre avait comme traitement escitalopram et oxazepam, donc c'est Resta, donc 10 mg à 4 comprimés par jour. Donc son histoire de vie était complètement inconnue. Donc c'est une dame en fait qui est arrivée en EHPAD en 2018 et en 2021, on n'avait pas beaucoup d'éléments sur son histoire de vie, ses antécédents et autres. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, et c'est un peu le fonctionnement de notre équipe mobile, c'est tout d'abord d'échanger avec les professionnels du terrain. Donc, on échange en général avec le médecin coordonnateur de l'EHPAD, l'interne quand il y en a une, l'infirmière également de l'EHPAD quand elle est disponible, parce qu'on sait très bien que les infirmières en EHPAD ne sont pas forcément disponibles pour échanger avec nous sur des situations telles que celle-ci. Le médecin de mon équipe mobile était présent et ainsi que moi en tant qu'IPA. Donc l'étude du dossier est primordiale pour nous parce que c'est dans ces dossiers-là qu'on retrouve pas mal d'éléments et qu'on peut échanger du coup sur ce qui va ou ce qui va pas dans la prise en charge à venir de la personne. Donc en ce qui concerne la situation de Madame Pierre, ça a pris quand même pas mal de temps parce qu'on avait pas mal d'éléments à recouper. Des passages à l'hôpital qui n'étaient pas forcément signifiés, qui étaient peut-être insignifiants pour les professionnels de l'EHPAD, mais qui étaient très importants pour nous. Donc ça, c'était la première étape qui a pris quand même pas mal de temps. Ensuite, on passe à une deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est quand même la rencontre aussi avec la personne. Donc de rencontrer Madame Pierre, de la toute première rencontre. Et en général, cette rencontre se fait en binôme. Donc, en général, je me rends au chevet de la personne accompagnée du médecin pour justement avoir ce double regard à la fois médecin et IPA. La troisième étape, c'est la rencontre de l'équipe soignante, où là, on prend le temps effectivement d'échanger, de discuter avec les professionnels, qu'ils soient infirmiers, aides-soignants ou autres. Alors, pour cette étape-là, donc, elle peut se faire effectivement en binôme, mais en général, je la fais toute seule en tant qu'IPA, pour prendre le temps d'échanger avec les collègues. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, le médecin de mon équipe travaille à mi-temps sur le MPSA, donc elle n'a pas forcément le temps nécessaire pour faire tout ça. Donc pour évaluer le comportement de notre patiente, donc ce que j'utilise en général, c'est une échelle d'évaluation style NPI-ES et une échelle d'agitation de Cohen-Manfield. Voilà, donc il est important aussi pour cette étape-là de prendre le temps et de retracer le contexte des difficultés rapportées par l'équipe et aussi par la patiente. La quatrième étape, c'est l'échange avec les proches. Donc, il est important aussi, même en EHPAD, en tout cas avec accord aussi du résident, de contacter les proches, de retracer aussi l'histoire de vie des personnes et des difficultés qui ont peut-être aussi démarré en amont du placement en EHPAD.
Donc cette action est exclusivement IPA, donc c'est moi qui m'en occupe. Dans le cas de figure de Madame Pierre, il n'y avait pas de proches, puisqu'elle n'a pas d'enfants et pas de famille, et qu'elle est veuve. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ces 4 étapes ne se font pas dans la foulée. Comme vous avez peut-être pu le constater, c'est assez chronophage, ça prend du temps. Donc du coup, voilà. En général, le premier jour, on passe à l'étape 1. On peut parfois passer à l'étape 2 directement, mais l'étape 3 et 4 se font sur des jours différents. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que échanger avec les équipes, ça prend du temps. Qu'en EHPAD, il y a un certain turnover, donc du coup, il faut souvent retourner en EHPAD 2 fois de suite pour la même situation, pour rencontrer 2 équipes différentes. Voilà. Donc ça, c'est un temps que peut donner l'IPA, mais pas forcément le médecin. Après échange avec tout ce monde-là, donc ce qui a quand même été rapporté, ce sont des difficultés de l'équipe soignante pour la prise en soin, en tout cas de Madame Pierre. Donc ce qui était vraiment mis en avant, ce sont tous ces signes positifs, troubles du comportement avec agitation, des cris, des pleurs. Les soignants étaient vraiment sollicités de manière très excessive. Ils ont aussi rapporté un épuisement de toutes ces sollicitations. Les résidents, autres que Madame Pierre, étaient aussi dans la plainte, ainsi que leurs proches, puisque Madame Pierre avait tendance à les solliciter eux aussi. Un sentiment d'échec par les soignants a été également rapporté et la question de la bientraitance s'est posée. Donc, un comportement inadapté en fait a été constaté depuis son arrivée à l'EHPAD et ça a nécessité du coup plusieurs hospitalisations. On a constaté également chez Madame Pierre une aphasie qui était liée à un AVC, donc avec du néologisme. Donc on pense qu'effectivement elle présentait une démence de type vasculaire. Des troubles cognitifs très importants l'empêchaient également de s'exprimer clairement. Donc elle rapportait des peurs, des craintes, qu'il lui arrive quelque chose, voilà. Donc là, j'ai essayé de synthétiser en fait tous les éléments qui ont été rapportés par les soignants, mais aussi par la patiente, sous forme de facteurs. Donc on a d'abord les facteurs environnementaux. Madame Pierre a été donc en EHPAD en 2018, comme je vous l'ai dit en début de présentation, avec un comportement inadapté depuis son arrivée. Donc ça datait pas non plus de 2021, ça remontait quand même à ce moment-là, ou peut-être même avant, mais bon, on n'a pas d'antécédent. Des facteurs cognitifs, avec tout ce qui était aphasie, néologisme. Des troubles cognitifs aussi ont été constatés. Les troubles du comportement, cris, agitation, agrippement. Des facteurs aussi psychiatriques, puisqu'il y a quand même la notion d'anxiété, de dépression qui ont été constatés et aussi diagnostiqués. Et pour cela, on a utilisé l'échelle d'évaluation Anxiety and Depression Scale de l'HAD. Donc l'anxiété massive de cette dame, mais aussi ses propos. Donc elle nous a quand même dit j'ai peur qu'il ne m'arrive quelque chose. Enfin voilà. Donc ça c'est juste un verbatim que j'ai noté là. En ce qui concerne ces facteurs de personnalité, son histoire de vie, donc on a pu la retracer. Donc, j'ai pu échanger avec elle ainsi que le médecin de notre équipe. On a pu voir quand même que Madame Pierre avait subi des traumatismes aussi dans l'enfance qui n'avaient pas été constatés par les professionnels de l'EHPAD puisque l'histoire de vie n'avait pas été retracée en amont. Et une personnalité plutôt évitante. Donc les facteurs relationnels ont également été impactés puisque Madame Pierre avait de très mauvaises relations avec surtout les résidents de la structure qui étaient plutôt dans le rejet de cette dame, de par ses cris, son agitation, et également des soignants qui se sentaient parfois désemparés et en incapacité de soulager du coup ces difficultés. Alors d'après l'équipe soignante, donc c'est une dame qui était difficilement rassurable, on a eu du mal à la rassurer par leur présence. Certaines activités lui ont quand même été proposées, ils ont essayé de mettre en place des choses, mais ça ne fonctionnait pas forcément. Ce qui a pu quand même l'apaiser, c'est les séances de kinésithérapie qu'elle faisait avec son kiné de manière individuelle, des séances d'écriture et de dictée, puisque, comme je vous le rappelle, c'est une ancienne professeure d'espagnol, donc c'est quelque chose qui l'intéressait pas mal et donc on arrivait à la canaliser avec cette activité-là. Les préoccupations des professionnels, qui soient infirmiers et de soignants psychométriciens, ont quand même été aussi notées et l'idée c'était quand même de les prendre en compte.
Alors, ce qu'on a préconisé sur notre équipe mobile, tout d'abord, ce sont bien sûr tout un tas de prescriptions qu'on a mis en place, à la fois médicamenteuses et non médicamenteuses. Mais pour cela, on a quand même commencé par échanger avec tous les professionnels, comme je l'ai dit auparavant, à la fois de l'EHPAD, mais on s'est aussi rapproché du médecin gériatre, du dernier UCC, puisqu'elle a intégré un UCC juste avant notre intervention. Donc UCC, unité cognitivo-comportementale. Et le médecin, en fait, de l'UCC avait fait des préconisations qui n'ont jamais été suivies par l'EHPAD. Et 1 mois après son passage en UCC, on nous a sollicité, nous. Donc du coup, l'objectif, c'était de retracer un petit peu tout ça, de coordonner un petit peu les soins, de voir ce qui avait fonctionné en UCC ou pas, pour pouvoir ensuite les réinsérer dans l'EHPAD. En termes de prescription, donc là, tout a été modifié. Donc elle a été mise sous sertraline. Donc on a monté bien sûr par palier jusqu'à atteindre les 200 mg pour traiter son état anxio-dépressif. Elle a aussi été mise sous mirtazapine 15 mg, donc à visée hypnotique. Et on a instauré des séances d'orthophonie puisqu'elle avait une aphasie, donc avec un manque du mot assez important. Donc l'espace Nosélène était préconisé par l'UCC. On a demandé à ce qu'il soit mis en place sur l'EHPAD. On a aussi insisté pour que la psychomotrine continue aussi son suivi et privilégier plutôt des activités individuelles auprès de Madame Pierre. Donc moi, en tant qu'IPA, je suis bien sûr associée à tous ces échanges, tout ce travail, et bien sûr aussi en termes de thérapeutique, j'ai la possibilité aussi de renouveler certaines thérapeutiques mises en place par le médecin de mon équipe. Et tout ça, je le fais en autonomie, mais bien sûr en collaboration avec le médecin gérontopsychiatre, et bien sûr en prenant aussi, en faisant les choses à partir de mon cœur de métier, qui est quand même le soin infirmier, en utilisant des théories de soins telles que la théorie de Gene Watson, qui est le prendre soin, le caring. Donc, en termes d'accompagnement d'équipe, donc en tant qu'IPA, donc j'échange, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les soignants de la structure. J'essaye en fait d'utiliser la recherche, tout ce qui est evidence-based nursing, la revue de la littérature. On échange autour de bonnes pratiques pour prendre en soin les personnes dans leur globalité et dans le respect aussi de leur volonté. Et pour cela, bien sûr, qu'il faut se baser sur tout ce qui est recherche, bonnes pratiques, articles de soins et autres. Et c'est ce que je fais pour justement accompagner les équipes. Là, dernièrement, on a été sollicité par cette structure-là, après cet accompagnement, pour développer une formation de 3 jours. Et pour cela, en fait, on se base sur les besoins qu'ont les équipes en termes de formation. Donc, tout ce qui est recueil des besoins en termes de formation sont effectués par mois. Et par la suite, on fait des propositions de formation en appui avec un organisme de formation de notre établissement. Et donc on a proposé du coup une formation qui va durer 3 jours auprès de cet établissement. Et comme thème général, on a mis des pathologies psychiatriques du sujet âgé, la gestion des émotions, posture soignante, thérapie non médicamenteuse, voilà. Mais ça, c'est vraiment pour répondre à une demande bien spécifique d'un EHPAD et pas forcément d'autres EHPAD. Alors, Madame Pierre, donc on l'a suivie pendant 5 mois. On a accompagné cette dame-là de manière individuelle, donc elle a pu s'améliorer sur le plan comportemental. Son sommeil s'est également amélioré. Les séances d'orthophonie ont quand même été aussi positives. Les pratiques soignantes individuelles ou collectives ont quand même apporté des éléments, ont été quand même assez satisfaisantes. Donc avec une meilleure prise en compte par l'équipe des besoins spécifiques de Madame Pierre. Donc j'ai réévalué avec l'équipe soignante le comportement de cette dame en utilisant à nouveau l'échelle NPI-ES. Et Madame Pierre, en fait, maintenant, déjeune en salle, résidence avec tous les autres et qu'il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a plus d'agacement ou ce genre de choses. Donc en conclusion, cette situation, elle met quand même en lumière la plus-value que peut avoir les EMSA lors de leurs interventions en EHPAD. Et comme je vous l'ai dit, on travaille beaucoup avec tous les professionnels du terrain et aussi avec l'équipe mobile de gériatrie externe. Donc la gériatrie, la psychiatrie, on travaille ensemble avec une liste de prise en charge rapprochée possible que moi je peux apporter. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez
confortable, on va dire, puisque j'ai plus de temps aussi à donner que le médecin n'a pas forcément. Donc la collaboration, gériatre, psychiatre, médecin traitant, IPA, infirmier, enfin voilà, tout le monde. Donc tous les professionnels peuvent collaborer, travailler ensemble et ça, enfin on peut proposer du coup des soins de qualité aux personnes. Et il est aussi quand même important de prendre en compte les difficultés et la souffrance des soignants, parce qu'un soignant qui souffre, c'est un soignant qui va pas forcément bien travailler et qui va pas forcément apporter une qualité de prise en charge et de soins efficaces auprès de la personne qu'il soigne. Donc face aux troubles du comportement, donc la thérapie médicamenteuse a quand même ses limites. Donc on peut effectivement soigner des troubles et autres, mais tout ce qui est thérapie non médicamenteuse est quand même à prendre en compte. Et il est important aussi d'apporter en termes d'information, de formation, de conseils aux équipes qui malheureusement sont parfois en difficulté par manque de formation. Donc, voilà. Pour aller plus loin, je vous ai mis quelques articles sur le sujet. Et je vous remercie. Désolée pour ma voix. Merci, merci Madame Sitagaku. Comme vous l'avez vu, en plus, malade. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour votre intervention très claire, très synthétique. En tant qu'IPA, vous passez au niveau des EHPAD. Quelles autres missions vous avez ? J'ai vu formation. C'est vrai que les IPA à l'heure actuelle ont aussi quand même quelques difficultés à trouver leur place et à trouver leur projet au sein de la psychiatrie. On voit que certaines sont sur les CMP, d'autres sont sur les équipes mobiles. Vous, quel projet a été écrit en ce qui concerne votre poste, par exemple ? Ma première question. Et deuxième question, si j'ai bien entendu, les formations que vous donnez ne sont pas dans le cadre de l'équipe mobile, mais sont bien dans le cadre de l'institut de formation, de votre institut de formation ? Je vais commencer par répondre à votre deuxième question et ensuite je reviendrai sur mon parcours. Donc en fait, la formation qu'on propose est dans le cadre de l'équipe mobile. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le GHU est rattaché à un organisme de formation qui nous permet de proposer des formations aux EHPAD. Voilà, donc cette formation de 3 jours, puisque c'est quand même 3 jours où les soignants vont se mobiliser, vont préparer, être présents, enfin voilà, donc il nous fallait quand même l'appui d'un organisme de formation et c'est comme ça qu'on l'a monté. Mais nous faisons également des formations, mais ce qu'on appelle plus des sensibilisations auprès des EHPAD et ça on le fait de manière assez régulière et bon après c'est des sensibilisations qui durent une demi-heure, 1 heure grand max puisque les équipes sont très occupées et qu'on peut pas les retenir beaucoup plus quoi. Alors pour répondre à la première question, donc moi mon projet en fait a été monté via un appel d'offres en fait de l'ARS, le programme PAERPA. Je sais pas si vous connaissiez, c'est un peu vieux maintenant. Donc personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Sur notre territoire, en fait, on a répondu à un appel d'offres à l'époque, c'était donc Maison Blanche, pour donc déployer une équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé. Et c'est comme ça que moi j'ai été intégrée en 2015. 2015, c'était 1 an avant la mise en place de la loi sur la pratique avancée. Mais c'était aussi en lien avec le master que j'ai fait, qui est un master précurseur, qui est le master sciences cliniques soins infirmiers. C'est en fait à partir de ces masters-là que la pratique avancée est née. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe mobile et qu'au fur et à mesure, j'ai continué à avancer jusqu'à l'obtention de mon DE-IPA avec l'application des décrets en 2019. Et voilà. Et en ce qui concerne, il y avait un autre élément, mais l'enseignement, la formation et les autres missions de l'IPA. Je crois que c'était plutôt l'IPA en santé mentale dans les EHPAD. C'était ça ma question. Alors l'IPA en psychiatrie santé mentale dans les EHPAD. Donc moi en fait j'interviens en EHPAD parce que je suis en équipe mobile de psychiatrie et que les équipes mobiles de psychiatrie interviennent aussi en EHPAD puisque en psychiatrie du sujet âgé on a bien sûr toute la partie
psychogériatrique, on va dire, donc avec tout ce qui est troubles du comportement et avec des symptômes d'allure psychiatrique. Voilà, donc c'est par ce biais-là que du coup qu'on intervient en EHPAD, puisque la psychiatrie du sujet âgé est quand même une surspécialisation de la psychiatrie. Et donc on collabore avec nos collègues de la gériatrie qui savent pas forcément faire dans la prise en charge de ces troubles-là. J'avais une petite question, puis après je laisse le micro. Vous avez dit que vous n'interveniez que sur demande de l'équipe mobile de gériatrie externe. Donc les médecins traitants ne vous sollicitent pas? Alors sur les EHPAD, c'est la seule, c'est le filtre qu'on a mis en place, et ça c'était via l'ARS à l'époque, puisque quand on a commencé en 2015, on avait trop de sollicitations des EHPAD et qu'on n'arrivait pas non plus à filtrer, on va dire, les situations, à savoir si effectivement c'était bien psychiatrique ou non psychiatrique. Et le fait qu'on ait une équipe mobile de gériatrie qui puisse du coup nous dire si c'est bien pour vous, voilà, c'est beaucoup plus simple pour nous et on intervient et chacun fait les choses comme il faut, quoi. Après ça c'est uniquement pour les EHPAD, mais sur le domicile c'est tous les professionnels, qu'on soit assistante sociale, infirmier, kiné, voilà. Bonjour, Jean-Claude Montfort. D'abord, mille merci. Vous montrez bien la valeur ajoutée d'une IPA. J'ai bien aimé tout. Alors, vous travaillez en équipe, mais vous êtes seul. Et vous avez dit que vous vous appuyez sur ce que vous avez en vous, les ressources internes et les concepts, les outils mis en place par la profession infirmière. Donc, bravo d'être là. Et puis, à un moment, Madame Pierre, ça concerne les symptômes. Peu importe les symptômes, pour vous qu'on ait l'histoire de vie. Et à partir des symptômes, on peut attirer l'attention de l'équipe sur l'histoire de vie de la personne. Mais il y a quand même ce passage, obligé ou pas, qui sont les symptômes. Et j'ai vu que vous utilisiez l'échelle d'agitation de Cohen-Spenfield, de Giscard, et puis l'échelle NPES. Et vous avez Madame Pierre, avec l'approche, toutes ces approches simultanées, les médiations, l'art-thérapie, l'approche médicamenteuse, la sertraline, etc. Vous avez eu une amélioration des symptômes. En utilisant la NPES, alors NPES, le score va de 0 à 120 ou de 0 à 144. Vous avez dit qu'elle s'améliorait sur le score, mais je suis désolé parce qu'on a une mémoire de poisson. Est-ce que vous vous souvenez du chiffre de départ et du chiffre d'arrivée? Alors là, je suis désolée, j'ai une mémoire de poisson, moi aussi. Et ça remonte à 2021, donc je pourrais pas vous dire. Ok, non, je suis pervers narcissique, c'était juste pour vous mettre dans l'embarras. C'est en fait parce que vous utilisez un bazar la NPES, qui a une erreur de mesure considérable, qui a une cohérence interne inférieure à 0,5. C'est incroyable que cet outil qui est moche sur le plan psychométrique, vous avez l'échelle EHPAD, venez tout à l'heure, c'est un outil ultra simple avec des qualités psychométriques incroyables. Il y a une beauté des courbes. Et là, ça va que de 0 à 64. C'est fidèle. Et si vous déployez avec une psychologie humaniste que vous avez, ou avec une médiation, ou avec la mobilisation de l'EHPAD, vous allez avoir un effet. Et ça va faire du bien à tout le monde. Enfin, il n'y a pas besoin de le montrer. Mais enfin, là, en plus, vous montrez avec des chiffres, avec l'échelle EHPAD, vous n'allez pas montrer avec une échelle de 0 à 144, vous allez bouger de quelques points. Ça va être significatif, statistiquement de la valeur, mais ça n'a aucune signification clinique. La NPES est moche. Et vous êtes belle, et vous méritez autre chose que cet instrument. Je prends note. Merci beaucoup pour le conseil. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième intervenante, donc qui est aussi infirmière de pratique avancée et qui travaille dans le nord du département, à la l'HIHL, et qui va vous présenter donc l'articulation, notamment avec la ville. Bonjour à tous. Je m'appelle Sylvie Simoneau, je suis infirmière en pratique avancée sur l'hôpital intercommunal du Haut-Limousin. Comme le disait le docteur Calvé tout à l'heure, c'est un hôpital intercommunal qui regroupe 3 hôpitaux en fait, Bellac, Magnac et Le Dorat, et qui se trouve sur le nord de la Haute-Vienne. Donc dans nos services, nous avons un service de court séjour, des services de SSR, des EHPAD et un service de SIAD.
Voilà, j'ai été amenée à travailler depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, suite à ma formation, donc sur le poste d'IPA. Et tout d'abord, je me suis positionnée sur la coordination ville-hôpital. Et nous nous sommes rendus compte que l'IPA constitue un réseau au service du parcours patient afin de faciliter la communication entre les différents acteurs, ce qui n'est pas une mince affaire entre la ville et l'hôpital, qui évite effectivement la perte d'informations et la redondance des soins et sur la rupture du parcours. Donc en ce qui concerne la coordination, j'ai dans un premier temps pris un exemple, une situation concernant l'organisation d'un retour à domicile. Monsieur V, 75 ans, porteur d'un diabète de type 2, insulinodépendant et porteur d'une hypertension stabilisée. Il vit seul à domicile dans une maison insalubre, pas d'aide. Le plan d'aide, est inadapté avant l'hospitalisation et pas d'entourage de proximité. Donc en ce qui concerne le rôle d'IPA, toujours autour de la coordination, dans un premier temps, les patients me sont confiés, donc Monsieur V m'a été confié lors d'un staff de service, avec une prise de connaissance de dossier dans un premier temps, rencontre avec Monsieur V, bien évidemment, dans le service, en fait, afin de connaître son projet et identifier ses forces et ses fragilités. Ensuite, je rencontre les équipes dans le service pour apporter un autre regard et créer ce lien entre l'hôpital et la ville dans un cadre de coordination. Donc repérage du maillage et du réseau territorial. Nous sommes sur un désert médical, sur le nord de la Haute-Vienne. Donc par moment, je travaille beaucoup avec les médecins libéraux, après avoir bien sûr établi un protocole de coordination. Et puis, donc le but est d'établir ce lien entre les différents professionnels, le médecin traitant, les infirmiers libéraux, les SIAD, les services d'aide ménagère, les référentes autonomie, et puis la DAC, qui est le dispositif d'accompagnement créé par l'ARS sur le territoire. Donc les actions de l'IPA, visites régulières en fonction des besoins, donc aussi bien à domicile qu'à l'hôpital, la surveillance clinique, l'accompagnement éducatif, identifier les besoins, les ressources ainsi que les freins, en lien avec le projet du patient. Toujours le projet du patient reste au centre de la prise en soin. L'accompagnement, bien sûr, sur le plan social, dans le cadre de la coordination, reste privilégié, avec l'identification des problèmes et des soutiens possibles, surtout dans des situations de précarité. Le médecin traitant restera toujours l'un des pivots, ainsi que l'équipe sociale et le lien avec les différents spécialistes. Alors, les outils d'aide à la coordination, le courrier, bien sûr, entre la ville et l'hôpital qui doit être établi dans les meilleurs délais, le dossier médical partagé, avec un partage de données, de documents clairement identifiés en complémentarité des messageries sécurisées, MS Santé, et puis bien sûr l'outil Pacoglobule qui est en train de se mettre en place sur le territoire et qu'il faut développer, car c'est un véritable soutien et une véritable ressource entre l'hôpital et la ville. Alors les échanges d'informations se font entre les professionnels qui restent au cœur de la notion de parcours, de continuité des soins et de sécurité.
des différentes prises en soins. Le but est de renforcer bien sûr la coordination entre les professionnels de santé au bénéfice du patient, et l'IPA reste un maillon important, essentiel dans cette chaîne, parce que sur un territoire où il y a vraiment un désert médical, très peu de médecins traitants, nous avons toute notre place en toute humilité. Voilà ce que je voulais vous présenter. C'était plutôt un partage d'expérience en fait, avec la première mise en place d'une IPA sur ce territoire. Je vous ai fait une petite bibliographie sur laquelle je me suis référée pour faire cette présentation. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Concernant l'admission des patients, là vous avez parlé d'un patient qui était en précarité sociale et médicale et très isolé. Est-ce qu'au sein de l'hôpital, vous avez des profils, des critères finalement d'inclusion de patients que vous allez pouvoir suivre? Parce que j'imagine que vous n'allez pas pouvoir suivre tous les patients qui sortent de l'hôpital, surtout dans le temps, vous allez continuer à suivre les autres. Donc quel profil de patient vous avez identifié dans un premier temps? Alors tout d'abord, c'est un patient qui doit être porteur d'une pathologie chronique. C'est un patient souvent sur des situations complexes qui m'est transféré par le médecin ou l'équipe, en accord bien sûr avec le médecin au cours des staffs, des différents staffs qui sont proposés dans les services de court séjour et de SSR de l'établissement. Mais effectivement, je me centre dans un premier temps sur les profils de patients complexes, surtout sur des situations sociales complexes. Et mon autre question, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de pacoglobules, et donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus? Bien sûr, c'est un logiciel qui permet aux différents professionnels de santé, donc intra et extra-hospitaliers, une communication beaucoup plus simple et fiable. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Osiris. C'est un petit peu ce type de logiciel, mais à mesure qui est en train de se développer sur le territoire pour que les différents professionnels puissent s'en saisir, pour qu'il y ait vraiment une communication entre l'hôpital et la ville. Donc c'est une plateforme où vous envoyez les documents et qui est accessible par différents professionnels ville-hôpital. C'est pas un logiciel partagé. Alors c'est les deux en fait à la fois. C'est un logiciel partagé et on peut partager des documents ainsi que des transmissions. Alors des transmissions tant sur le plan médical, mais on peut choisir en fait les intervenants. Vous avez cette possibilité. Et puis, le patient a connaissance aussi de ce logiciel, de ce parcours. Et les différents intervenants type aide ménagère, par exemple, avec lesquels nous pouvons partager différentes informations. Je vais avoir une question. Bonjour. Merci pour votre intervention. Bonjour. Du coup, je suppose que vous êtes IPA en patho chronique, vous. Vous êtes IPA en pathologie chronique. Pathologie chronique, d'accord. Oui. Et oui. Du coup, par rapport à votre collègue qui est une IPA en santé mentale, donc là, vous êtes sur la coordination. Est-ce que vous avez d'autres missions au sein de votre poste? Comment il a été même question que pour la collègue. Bien sûr. Alors, pour l'instant, je ne peux pas faire de formation parce que au niveau timing, si vous voulez, c'est un petit peu juste. Mais je suis en train de développer des actions de santé publique telles que le dépistage du diabète. Alors, nous sommes en train de mettre ça au point avec
les différents partenaires sur le terrain. Ça se fait petit à petit. Là, nous intervenons sur des supermarchés, au niveau des écoles aussi parfois. Voilà, ça se met en place petit à petit, ces différentes actions. Je pense que c'est quelque chose à développer sur le territoire, mais étant positionné seul, un petit peu en électron libre pour démarrer, c'est un peu compliqué pour l'instant. Je pense que ça va être à développer à l'avenir. Bonjour, alors merci pour vos 2 interventions. Petite question sur votre rôle. Alors c'est un peu une question aussi financière, mais on a eu beaucoup de sous qui sont arrivés par les ARS sur la question du 0 passage aux urgences des personnes âgées. Est-ce que c'est un peu dans ce cadre-là que vous êtes, que cette mission a été pensée et ou même si c'est pas dans ce cadre-là, est-ce que vous avez ce rôle un petit peu de réinterpellation quand il y a une dégradation de la situation et qu'il y a possiblement un retour à l'hôpital qui est prévu ou qui est à prévoir. Donc ça, c'était une première question. Et une deuxième question qui est peut-être pour vous 2, mesdames, sur vos 2 précédentes interventions. Est-ce que le fait que vous ayez ce temps un petit peu plus dédié, que vous puissiez prendre un peu plus de temps pour les professionnels, soit en EHPAD, soit à domicile, vous sentez un retour de ces professionnels qui peut-être vont aussi également prendre plus le temps de se poser sur des situations et de réfléchir avec vous dans le contexte un peu de crise RH qu'on connaît. Merci. La première, ok. Alors concernant votre première question, effectivement, moi j'ai été positionnée pour éviter les retours en hospitalisation. Ce qui est en train de se vérifier, je pense que ça mériterait par la suite une étude un petit peu plus approfondie. Mais effectivement, étant donné qu'on a beaucoup plus de temps à domicile avec un regard différent et puis cette complémentarité avec les différents professionnels, on évite des hospitalisations intempestives aux urgences. On a beaucoup plus de facilité de communication avec les différents spécialistes et puis avec un rapport particulier aussi avec les médecins traitants. Moi, je ne fais pas de renouvellement dans un premier temps. Ça m'est arrivé, mais j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer. Par exemple, j'utilise l'outil Paco Globule pour cette communication tant avec les spécialistes qu'avec les médecins traitants, ce qui nous évite, bien sûr, des hospitalisations intempestives. Et en ce qui concerne le temps dédié, donc du coup à la prise en soin des personnes, donc du coup oui, moi je prends le temps en fait dans mes suivis, donc voilà, donc mon organisation m'est propre. Après je suis pas non plus un électron libre sur mon pôle ou quoi que ce soit, donc on rend quand même des comptes, on a des rapports d'activité, etc. Mais en ce qui concerne en tout cas l'activité médicale, ça laisse du temps du coup à mon médecin qui est quand même à mi-temps de se consacrer à d'autres activités. Donc je lui propose parfois justement de participer à des sessions de formation que je mets en place, que j'organise. Donc elle a du temps pour venir avec moi. On travaille sur d'autres projets qu'on développe en fait sur l'équipe mobile. Là on a un projet en fait de recherche via téléconsultation qu'on va essayer de mettre en place. On a aussi du temps du coup pour écrire aussi des articles qu'on essaie de publier aussi via notre équipe mobile. Donc voilà, ça c'est du temps en fait qui est réutilisé différemment. Voilà. Bonjour, très intéressant comment vous exposez. J'aimerais juste poser une question. Dans les infirmiers en pratique avancée, vous n'avez pas parlé d'éducation thérapeutique. Vous parlez beaucoup et même énormément de formation, mais tout ce qui est programme d'éducation thérapeutique, vous en êtes où? Même si je sais que, voilà. Alors oui, merci pour votre question. Moi, j'ai simplement oublié que je travaillais beaucoup avec les infirmières azalées, qui, elles, ont des programmes d'éducation thérapeutique qui sont mis en place sur le terrain. Je travaille avec 2-3 infirmières azalées et j'oriente mes patients auprès de mes collègues, ce qui, on a des retours effectivement positifs à ce niveau-là. Et on a beaucoup de réunions de synthèse autour des patients concernant l'éducation thérapeutique. Et puis tout ce qui est conciliation médicamenteuse également. Non, c'est encore.
Les conciliations médicamenteuses. Non, non, vous ne faites pas non. avec... ouais. Non. Merci. Juste pour compléter par rapport à l'éducation thérapeutique, donc on a actuellement un projet effectivement de monter un programme d'éducation thérapeutique qui va être associé peut-être avec notre projet de téléconsulte. J'en dis pas plus parce que je veux que ça... Voilà. Et effectivement, chez le sujet âgé, en tout cas sur Paris, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est vraiment développé. C'est pas comme à Limoges, hein, donc ça j'ai bien compris. Donc voilà, on va essayer de travailler dessus et proposer quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose qu'on envisagerait de développer aussi. Merci beaucoup. Je vois que c'est effectivement ce sujet intéresse et je ne peux que vous convier à la dernière communication de ce congrès qui sera faite par 2 IPA, une de gériatrie, une de psychiatrie de la personne âgée et qui reviendront sur certains thèmes et missions qu'elles ont. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour remercier Caroline Roux, IPA en psychiatrie de la personne âgée, pour m'avoir aidé à monter ce symposium. Donc nous allons carrément changer de registre, puisqu'on ne va plus parler des IPA, mais néanmoins nous allons parler d'un sujet, je pense, qui va vous intéresser grandement. Donc nous avons la chance d'avoir Monsieur Loïc Rohr, qui travaille à Lyon, dans un hôpital qui est cher à notre cœur à Limoges, et qui travaille sur une recherche qui est très très d'actualité, la contention et l'isolement. Vous savez que le législateur s'intéresse beaucoup à ceci, à légiférer, relégifère très régulièrement sur cette question. Et donc, nous avons le plaisir de l'accueillir à ce symposium. Eh ben, bonjour à tous et merci du coup de m'accueillir à ce congrès. Donc en effet, moi ça va changer un petit peu des 2 interventions d'avant. Moi je vais vous parler d'isolement et de contention. Alors moi je suis infirmier et depuis une dizaine d'années aussi je fais de la recherche et mon axe principal de travail est la question de l'isolement et de la contention, notamment dans sa dimension du moindre recours. Et comme l'a dit le docteur Calvet, en effet l'isolement-contention c'est un sujet qui est d'actualité. Alors ça fait 7 ans que c'est d'actualité. Hein, c'est une actualité qui dure. Et on voit bien que 7 ans après la loi sur l'isolement et la contention, il y a encore beaucoup de difficultés à faire évoluer le paradigme de l'isolement et de la contention, à modifier parfois certaines pratiques en lien avec de nombreuses limites. Et le passage par la littérature, notamment la littérature scientifique, peut être une bonne opportunité justement de penser ces pratiques. Alors, isolement, de quoi parle-t-on? Donc là, on se rapporte à l'HAS. L'HAS, dans ses recommandations, qui a défini du coup l'isolement, au final, c'est toute personne qui est enfermée dans une pièce, donc dans un espace dédié, autre qu'une chambre. L'isolement doit être un espace dédié dont il ne peut sortir librement. Alors, on reviendra dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, sur tout ce qui est isolement, on n'a aucune preuve d'un intérêt thérapeutique de ces pratiques-là. On leur attribue des vertus non fondées aussi. Le patient qui est en état maniaque, qu'on va isoler, ça va lui permettre d'être dans un environnement hypostimulant, ça va lui permettre de s'apaiser, etc. Aujourd'hui, rien ne permet de démontrer ça. Hein. Au contraire, certains patients vont mettre en avant l'hypermajoration justement de certaines perceptions sensorielles du fait d'être dans cet enfermement. Avec notamment la question de l'ouïe, par exemple, des patients qui vont entendre ce qui va se passer dans l'unité du fait d'être dans cette pièce enfermée, par exemple. L'intérêt de l'isolement, on le verra au niveau de la législation aussi. Aujourd'hui, l'isolement est uniquement une mesure sécuritaire, à visée de protection. Et on a pu repérer aussi dans la littérature qu'il y avait tout un tas de complications de l'isolement. Mais on y reviendra aussi. La contention mécanique, on reste au niveau de la haute autorité de santé, et c'est exactement la même chose. Aucune preuve thérapeutique d'un intérêt, des vertus non fondées, je pense notamment à tous ces patients qui souffrent de psychose, on va dire, en état de morcellement, où la contention va permettre de rassembler quelque chose, etc. Aujourd'hui, rien ne permet de dire ces éléments-là. Hein. Et des complications aussi de la contention mécanique. Alors, aujourd'hui, comme je disais, ça fait 7 ans, il y a un cadre réglementaire qui va légiférer les mesures d'isolement et de contention.
Alors, peut-être que vous le connaissez, je vous le mets au tableau. Alors, cette loi, elle a déjà été modifiée à plusieurs reprises, au travers de l'article 84 du plan de financement de la sécurité sociale de 2020 et l'année dernière au travers de l'article 17 de la loi sur le pass vaccinal, ce qui est un peu particulier aussi. Loi qui va certainement être modifiée à nouveau dans les années à venir, mais qui concerne aussi uniquement la psychiatrie adulte. La psychiatrie adulte et notamment tous les établissements autorisés aux soins sans consentement. Donc, c'est-à-dire que toutes les structures médico-sociales accueillant des personnes âgées, par exemple, ne sont pas concernées par cette loi-là. Donc, ça veut dire que dans ces structures-là, l'isolement et la contention ne sont pas interdites, mais elles ne sont pas autorisées non plus. C'est un petit peu particulier. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et de faire un bilan de ce qu'on sait aujourd'hui de ces pratiques d'isolement et de contention. Au travers de différents axes. Alors au niveau de la personne âgée, il y a plusieurs études qui traitent, alors notamment de la contention, sur le vécu aussi des patients, les vécus des soignants, c'est important d'y penser aux soignants, l'efficacité des mesures d'isolement et de contention, notamment dans la gestion des situations de violence ou d'agitation, les effets secondaires, l'impact de la contrainte sans soin et ce qui va nous intéresser aussi par la suite, c'est les alternatives. Alors quelques chiffres, notamment au niveau de la personne âgée. Il faut savoir qu'une personne âgée a 3 fois plus de risques d'être contenue qu'une autre personne du fait qu'elle soit âgée. Donc il y a quelques données, alors je ne sais pas s'il y a un laser là-dessus. Si. Donc on voit que dans les longs séjours et dans les courts séjours, il y a également plus de risques d'être contenu que au niveau de la population générale. Ça peut aller jusqu'à 84% de patients contenus dans les longs séjours. Ces dernières années, enfin depuis maintenant plusieurs années, tout ce qui est EHPAD, unités de soins à longue durée, etc., beaucoup ont mis en place des mesures de restriction de liberté, avec notamment des portes à code ou des choses comme ça pour limiter les déplacements. Mais on voit aussi que 11% des EHPAD, quand même, n'ont aucune restriction de liberté. Donc ça veut dire, et ça on a pu le repérer en psychiatrie aussi, c'est qu'il y a énormément de disparités dans les pratiques, à population a priori à peu près similaire, professionnelle a priori à peu près similaire aussi, de grandes disparités dans les pratiques. Et c'est ça qui va être intéressant aussi pour la suite. Au niveau des principales indications justement de mesures de contention, celle qui domine, c'est le risque de chute. Au niveau de la personne âgée, le risque de chute va motiver des décisions de contention, voire de barrières au niveau des lits par exemple. Alors, là, on va prendre quelques études au niveau de l'isolement et de la contention chez la personne âgée, notamment, alors, il y aura très peu d'études françaises, très peu d'études françaises, parce qu'en France, on est très en retard sur ces questions d'isolement et de contention. Du coup, il faut se rapprocher de la littérature internationale. Et en Pennsylvanie, il y a eu une grande étude qui a été faite sur quasiment 13 000 patients de maisons de retraite. Et ils ont essayé de repérer ce que l'isolement ou la contention aussi pouvait induire chez ces patients-là. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait un lien significatif entre l'utilisation de la contention et une augmentation de la dépendance pour tous les gestes de la vie quotidienne. La contention va aussi majorer par la suite des troubles de la marche, avec du coup un risque de chute qui est majoré. Et c'est ça qui commence à être intéressant aussi, c'est qu'on va attacher des patients pour ne pas qu'ils chutent, et au final, on va majorer le risque de chute par la suite. Donc après, tout ce qui est en lien aussi avec les outils de contention, avec des ulcères de pression par exemple, des détériorations cognitives, des contractures, entre autres. Une autre étude qui avait été faite auprès de 2000 résidents de maisons de retraite qui montre qu'en effet la contention va générer un déclin cognitif chez les patients, va majorer aussi toutes les symptomatologies dépressives par exemple, et va altérer le fonctionnement social. Et au final, il y a beaucoup d'études aussi qui vont pouvoir rapporter que la contention va augmenter le risque de mortalité des patients dans ces structures. Au niveau des vécus, alors ça, il y a tout un tas de littérature aussi. Alors ça ne va pas concerner forcément que la personne âgée à ce niveau-là, ça va concerner notamment la population psychiatrique, mais avec aussi des personnes âgées. Donc sur une centaine de revues de littérature, alors là pour l'instant c'est les premières qui sont, on va dire, les plus soft, même si on commence à parler de traumatisme, de dévalorisation. Un
un vécu négatif perçu par le patient alors que l'équipe soignante est persuadée que ça va lui apporter quelque chose, en tout cas que c'est un soin qui est indispensable dans sa prise en soin, alors que voilà, le patient, lui, va essentiellement ressortir un vécu négatif, un sentiment d'insécurité, de la détresse, de l'ennui. Une autre vue de littérature, j'ai un peu trop vite. Une autre vue de la littérature où là, on augmente un petit peu aussi certains ressentis, avec des ressentis d'humiliation. On retrouve le vécu traumatisme, le sentiment de punition, majoration des angoisses. Les patients angoissés qu'on va mettre en isolement, justement, dans cet espace hypostimulant pour limiter les angoisses, au contraire, pour beaucoup, ça va aussi les augmenter. Alors ça, c'est ce qui intéresse souvent aussi les directeurs d'établissement. Le recours à l'isolement et à la contention va majorer les durées moyennes de séjour. Après, bon, il y a toute la question des droits. Une grosse revue de littérature qui avait été faite en 2010 par Strotowski, qui reprend une centaine d'études également, où là, on intensifie une nouvelle fois les vécus négatifs avec différents sentiments et émotions, donc la colère, peur, humiliation. On parle de déshumanisation, de dégradation, de viol d'intégrité. Alors voilà, il a fait une catégorisation un peu particulière et il a ici évoqué la retraumatisation qui est générée par les patients qui subissent de la contention. Donc c'est ces patients qui ont vécu, par exemple, des expériences traumatiques dans l'enfance, de type de violence, voire d'agression sexuelle, par exemple, qui vont revivre ces événements traumatiques lors d'une mise en contention. Des perceptions de pratiques non éthiques telles que des vécus d'abus, des vécus de position. Et ce que Strout a appelé l'esprit brisé, c'est cette incapacité au patient d'être dans la capacité de demander de l'aide, dans un sentiment de désespoir profond lié à cette contention. Un autre travail de recherche qui pointait la question du traumatisme au niveau de l'isolement. L'isolement va générer un traumatisme chez les patients qui va pouvoir entraîner des troubles du comportement et après on arrive dans une spirale infernale. Et au niveau de ce trauma, il a pu repérer que quand on parlait de contention, il y avait davantage de syndrome de stress post-traumatique. Quelque chose qui a été repéré aussi dans d'autres revues de littérature, et ça c'est pour le coup une des premières études françaises qui a été faite par le docteur Raphaël Carré, qui à l'époque il travaillait à l'hôpital Gérard Marchand à Toulouse, Gérard Marchand à Toulouse. Donc on retrouve exactement les mêmes éléments que les précédentes études. Donc là, il parle de syndrome de stress post-traumatique. Il parle aussi de certains mécanismes défensifs de patients, des patients qui vont être habitués à être contenus et du coup qui à un moment vont demander à être contenus. Alors ça, c'est peut-être des choses que vous avez rencontrées. Et moi, je me souviens à une certaine époque, quand les patients nous demandaient à être contenus, c'était une victoire. On se dit ouais, enfin, il a compris quelque chose, etc. Mais au final, cette étude, elle met en avant que le patient il est tellement habitué à ces pratiques-là qu'en effet, il va avoir recourir à ces pratiques-là, mais qu'aujourd'hui, du coup, on est censé quand même si le patient demande à être contenu, à mettre en place des alternatives aussi pour ne pas qu'il soit contenu. En soi, l'idée, c'est que c'est pas normal qu'un patient demande à être attaché pour aller bien. Voilà, donc l'idée, c'est aussi d'abolir son impact émotionnel pour ne pas justement... pour ne pas avoir ces vécus traumatiques. Ce qui est intéressant dans l'étude du Raphaël Carré, c'est que c'est la première fois qu'on entend parler de ressentis positifs. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Enfin, quand on parle de contention, il y a des ressentis positifs. Alors j'ai mis oui, mais, parce que ces ressentis positifs, ils sont de deux ordres. C'est ces patients qui disaient, quand on m'a détaché, ça allait beaucoup mieux. Donc c'est en lien avec le retrait de la contention. Et c'est ces patients qui disaient aussi, ça m'a fait du bien la contention. Et ça, on a tous des patients qui nous ont dit, ça m'a fait du bien d'être isolé, ça m'a fait du bien d'être contenu. Quand on a réinterrogé, en tout cas quand le docteur Raphaël Carré et ses équipes ont réinterrogé ces mêmes patients 6 mois plus tard, il ne restait plus aucun ressenti positif, mais il ne restait uniquement que les éléments traumatiques. Et donc du coup, ils n'ont pas pu s'appuyer sur ces éléments positifs qui au final ne font pas trace dans le parcours du patient. Au niveau du vécu des soignants, il y a aussi beaucoup de littérature qui existe. Alors c'est assez facile parce que le vécu des soignants, c'est à peu de choses près le même que le vécu des patients. On retrouve chez les soignants des syndromes de stress post-traumatique, on retrouve de l'anxiété, de la colère, de l'impuissance, de la retraumatisation également. Faut savoir que sur une mise en contention, notamment en psychiatrie, 25%
des soignants se blessent. Un soignant sur 4 se blesse pendant une mise en contention. Et on retrouve aussi chez les soignants, comme chez les patients, des mécanismes de défense qui, à un moment, vont banaliser aussi ces pratiques. À force d'isoler et de contenir, eh ben, on va se forger une sorte d'armure pour ne plus être touché justement par ces pratiques. Donc ça, c'est quelque chose qui a été repéré. Donc à chaque fois, vous avez les références si ça vous intéresse. Maintenant, l'efficacité de l'isolement, l'efficacité de la contention. Alors c'est notamment dans la gestion de tout ce qui est violence et agitation. Donc vous avez différentes revues de littérature, sur une centaine d'études. Aujourd'hui, aucune est en capacité de montrer un intérêt thérapeutique, notamment pour réduire le recours à l'isolement, pour réduire les situations de violence. La première revue de littérature, voilà, elle montre que la mise en chambre d'isolement ou la contention, a priori, pas d'efficacité pour la gestion à court terme de la violence. La deuxième étude montre que l'efficacité de l'isolement ou de la contention chez les patients présentant des troubles mentaux, a priori, voilà, il y a rien qui est démontré. Et la dernière revue de littérature montre la pauvreté des fondements de connaissances scientifiques justement sur ces pratiques, et toutes mettent en avant l'importance de continuer à faire de la recherche pour essayer d'ouvrir à de nouveaux horizons sur ces questions-là, et peut-être un jour de trouver un intérêt à ces pratiques. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là, aucune preuve de l'efficacité de l'isolement et de la contention. Les effets secondaires, alors je ne vais pas les énumérer, je pense que vous les connaissez aussi beaucoup. Après, c'est important de les rappeler aussi, parce que quand on pratique l'isolement et la contention au quotidien, eh ben, je peux vous dire qu'à un moment, on n'y pense plus forcément à tout ça. Et on a tous des patients qui sont décédés en isolement, voire en contention aussi. Avec alors certains, je pense notamment aux troubles thromboemboliques, ça aujourd'hui maintenant dans les établissements c'est assez carré. Dès qu'un patient est notamment contenu, il y a des thérapeutiques qui sont aussitôt mises en place, sinon il y a des alertes qui sonnent un petit peu partout. Mais il y a d'autres risques aussi. Alors je vais aller sur cette revue de littérature par exemple aussi. Voilà, un patient contenu a beaucoup plus de risques d'avoir des lésions hépatiques qu'un patient qui n'est pas contenu, notamment avec la question des thérapeutiques du coup et la posture couchée. Les patients, notamment âgés aussi, quand ils sont isolés dans une pièce sans lumière, en tout cas sans fenêtre, sans repères spatio-temporels, risquent de majorer, voire de générer justement des syndromes confusionnels, par exemple. Alors ça c'est intéressant, c'est un travail de thèse qui a été fait par un médecin, alors je crois que c'était au CHES, donc CHES c'est Saint-Égrève à Grenoble. Elle avait analysé toutes les mesures d'isolement et de contention qu'il y avait dans son établissement. Donc sur 182 mesures, elle a repéré que 11% comportaient des contre-indications à justement l'isolement ou la contention. Alors, je vous ai mis les motifs de contre-indication. Alors, vous allez me dire, certains, c'est un peu poussé parce que le patient est-ce qu'il y a le patient alcoolisé là normalement? Je l'ai mis, non. Mais bon, il y avait le patient alcoolisé. En psychiatrie, régulièrement, on isole les patients alcoolisés. Alors oui, pourquoi pas. Mais ce qu'elle précise bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de surveillance particulière. Si on isole un patient qui a une contre-indication, il faut qu'il y ait normalement une surveillance particulière de ce fait-là. On a quand même des patients qui avaient des pneumothorax avec fracture, des troubles cardiaques aussi qui n'étaient pas stabilisés, etc. Donc avec tous les risques que ça peut engendrer par la suite. Alors on continue dans la littérature, mais cette fois on sort des effets indésirables avec l'expérience de 2 infirmières finlandaises qui se sont décidées pendant 24 heures de s'isoler pour voir ce que ça fait. Et elles ont dit la même chose que les patients. Elles ont été très frustrées de ce moment-là, elles ont ressenti beaucoup d'anxiété et elles ont dit que c'était un traitement inhumain. Alors, pour résumer, du coup, on en est aujourd'hui sur cette question d'isolement et de contention. Donc on a un cadre légal qui s'est mis en place depuis 2016 qui vise à s'intensifier aussi au fur et à mesure des années. Pas plus tard que du coup en début 2022, la loi a été modifiée. Depuis 2023, il y a déjà eu 3 nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soumises au Conseil constitutionnel, il ne s'en s'est pas saisi, mais ça risque de poursuivre, donc il va falloir s'attendre à des nouvelles évolutions aussi. On sait du coup aujourd'hui que le vécu qui est rapporté par les patients est essentiellement négatif. Toutes les études
qui ont pointé cette question du vécu ont essayé d'avoir des vécus positifs. Hein. S'ils sont pas écrits, c'est parce qu'ils en ont pas trouvé. Hein, c'est pas parce que volontairement je les ai pas mis juste pour qu'il y ait quel négatif. Non, non. C'est que pour l'instant, dans ces études-là, aucun vécu positif n'a été exprimé par les patients, en tout cas sur la durée. Des effets secondaires potentiellement graves, voire mortels. Aucune preuve d'une efficacité scientifique de ces pratiques, que ce soit dans la gestion de la violence, que ce soit, on parlait du risque de chute, hein, aujourd'hui on sait que c'est l'inverse aussi. Et au niveau international, il y a quand même une dynamique aujourd'hui qui tend vers la réduction, hein, voire même l'abolition des pratiques d'isolement et de contention. Alors en France, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, on est dans une dynamique de réduction, pas d'abolition, hein, parce qu'on sait qu'on n'en est pas encore capable, mais ça risque de venir un jour aussi. Et ce qui est assez intéressant dans ce schéma-là, c'est que on voit qu'on est un petit peu à l'inverse d'un des premiers principes admis en médecine, qui est primum non nocere. Hein, alors même si peut-être que ça a de moins en moins de valeur aujourd'hui, je ne sais pas, mais l'idée d'en premier ne pas nuire, c'est-à-dire que toute pratique ou tout traitement, avant d'être mis en application, il faut qu'il ait soit montré son efficacité, soit démontré son innocuité. Et c'est vrai que dans ce qu'il s'agit d'isolement et de contention, on est à l'inverse de ce principe-là. Hein, on sait que ça nuit aux patients et on n'a aucune preuve d'une efficacité de ces pratiques-là. D'où l'importance justement de réfléchir à ces pratiques. Et donc il existe tout un tas dans le monde de programmes d'alternatives à l'isolement et à la contention. Alors si l'écran est grand, donc vous arrivez à voir, mais c'est pas forcément intéressant de regarder tout ce qui est écrit. Ce qui est important de voir, c'est que dès qu'il y a un programme de réduction, c'est efficace. C'est surtout ça qui est important à voir. Et il y a une docteure en sciences infirmières québécoise justement qui s'appelle Caroline Larue ou Delarue, je ne sais plus, qui travaille du coup sur ces mesures-là. Alors là-bas, ils appellent ça des mesures de contrôle. Et tous ces travaux mettent en évidence que du moment qu'on commence à réfléchir collectivement à nos pratiques d'isolement et de contention, on a déjà un impact sur la pratique. Et en effet, de tous ces programmes-là, c'est ce qu'on observe. Tous permettent de réduire l'isolement et la contention. Il y a juste un programme Trower en 2010 où là, on est stable, il n'y a pas eu d'évolution dans un sens comme dans l'autre. Mais tous diminuent le recours à l'isolement et à la contention. Donc, il existe des modèles qui sont très référencés à l'international. Je pense notamment à un modèle anglais qui s'appelle le Safe Words Model et un modèle américain qui s'appelle le Six Core Strategies, aussi qui sont des gros modèles dont beaucoup d'établissements se saisissent en France, qui permettent de réduire le recours à l'isolement et à la contention. Alors, des alternatives, c'est compliqué de vous donner des exemples, parce que tout peut être alternative à l'isolement et à la contention. Mais déjà, c'est la créativité des soignants, la créativité des familles. Alors, quand je parle des soignants, hein, c'est de tout professionnel de soins, de tous ceux qui soignent. Donc, libre à chacun d'aller dans sa créativité et son imagination pour être force de proposition. C'est aussi s'appuyer sur la ressource des personnes, hein, toutes les personnes avec lesquelles on travaille, en tout cas les personnes avec lesquelles on vit au quotidien dans nos services, ont des ressources aussi et c'est important de s'en appuyer. Peut-être que vous avez abordé aussi, je crois pas l'avoir entendu, mais la question du plan de crise conjoint, hein, les directives anticipées en psychiatrie, c'est comment on peut s'appuyer aussi sur les ressources des personnes pour justement essayer d'arriver à ce moindre recours-là, à ne pas avoir recours à ces pratiques-là. La question de la formation, hein, la formation des professionnels, on en parlait tout à l'heure avant avec les collègues. C'est vrai que si je prends l'exemple de la profession infirmière, sur 3 ans de cursus de formation, il y a entre 40 et 80 heures d'enseignement de la psychiatrie, hein, donc ce qui est rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un infirmier et qu'on sort et qu'on obtient notre diplôme, on a un très bon technicien du soin, mais par contre, on n'a aucune compétence en psychiatrie. Hein, donc il y a des discussions actuellement aussi au niveau du ministère, du coup pour une refonte une nouvelle fois du diplôme infirmier. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Acceptation d'une part de risque, ça c'est quelque chose qui est aussi important, notamment en psychiatrie. Et le risque, il y a toujours le côté danger, la connotation négative, mais dans le risque, il y a aussi quelque chose de positif. Quand on prend un risque, c'est aussi pour atteindre un objectif particulier. Et avec nos patients, il y a ce besoin-là aussi de prendre des risques par moment. Et comment, au niveau de l'institution, on accepte cette part de risque? Et après, différents exemples qu'on peut citer.
je sais que de manière très préférentielle, quand un patient déambulait, on avait tendance à le fermer dans sa chambre, hein, ça limite le problème, mais en même temps, quel meilleur endroit que l'hôpital aussi pour déambuler sans but et sans raison. Hein, donc peut-être qu'on peut imaginer des choses dans l'aménagement des espaces aussi pour qu'ils puissent déambuler en toute sécurité. Hein. Des outils d'immobilier, alors il existe tout un tas de choses à ce niveau-là. Je pense à un collègue qui s'appelle Jean Lefebvre-Utile, qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, qui a fait un travail sur tous les outils de contention des patients qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme, avec d'importants troubles du comportement, hein, dans une unité bien spécifique, voilà, très difficile. Et il a fait un petit peu le tour du monde pour essayer de voir tous les outils qui existaient. Et il existe des choses mais inimaginables. J'ai appris qu'il existait des t-shirts anti-morsure, des t-shirts anti-griffure. Les Américains, eux, ils se déguisent en footballeurs américains quand ils doivent intervenir sur une situation pour se protéger. Alors c'est certes impressionnant, mais voilà, souvent ça a un effet aussi sur les autres qui peut être intéressant d'imaginer. Il existe des matelas qui permettent de contenir un seul membre d'une personne, notamment quand il y a la question des soins somatiques. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les données de la personne âgée qui motive des contentions. Hein, c'est par exemple la mise en place d'une perfusion. Hein, et on veut pas que la personne arrache cette perfusion, donc on va le contenir. Et ben, il existe des outils de contention qui permettent de laisser la personne une entière mobilité, sauf par exemple le bras où il y a la contention, la perfusion. Et puis si avec le deuxième bras il peut arracher cette perfusion, eh ben on peut contenir d'une autre manière l'autre bras aussi, tout en laissant une certaine marge de manœuvre justement pour qu'il ne puisse pas se mettre en danger, mais qu'il puisse avoir une certaine liberté de mouvement. Au niveau des activités, il y a aussi énormément de choses à imaginer. Au niveau de la présence soignante, alors ça a été évoqué tout à l'heure aussi, hein, le contexte aujourd'hui qu'on traverse en France, que ça soit au niveau médical, mais aujourd'hui aussi au niveau infirmier, fait que la question de la présence soignante, en effet, questionne beaucoup. Comment avoir une présence soignante auprès de nos patients? Certains établissements ne sont pas confrontés à ce souci-là aussi. Et ça, c'est important de le montrer aussi. Comment ça se fait que certains établissements n'ont pas de déficit en médecins, n'ont pas de déficit en infirmiers? Hein, donc il y a peut-être d'autres choses aussi à un moment qui vient dans les organisations, dans les cultures, peut-être dans les histoires aussi des établissements, attirer ces professionnels. Mais j'en parlerai un petit peu aussi après, justement. Peut-être que certains ont entendu parler de ce travail de recherche Pletker, du coup, qu'on est en train de mener. Donc c'est une recherche bidisciplinaire, sociologie, sciences infirmières. En 2016, vous avez peut-être tous entendu parler du centre psychothérapique de l'Ain, hein, quand ils se sont fait taper sur les doigts par le contrôleur général des lieux de privation de liberté pour des pratiques d'isolement et de contention. En 2019, est-ce que vous en avez entendu parler ? Parce qu'en 2019, le CGLPL est retourné au CPA. Et là, bizarrement, on n'en a pas entendu parler. Pourquoi ? Parce que le CGLPL, donc, qui était à l'INASAN à cette époque-là, a félicité le CPA pour cette modification de pratique et leur a dit qu'ils étaient un établissement pilote aujourd'hui pour la France. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui est très français. Généralement, quand les choses marchent pas, on le met vite en lumière. Et quand les choses fonctionnent, on le met un peu moins en lumière. Vous avez tous, j'imagine, des dispositifs d'événements indésirables. Est-ce que vous avez des dispositifs d'événements désirables ? Ça existe dans certains établissements. Hein, c'est un petit peu l'objectif de la recherche Pletker. En France, il y a une énorme disparité dans les pratiques. Hein, d'un établissement à un autre, il va y avoir énormément de recours à l'isolement et à la contention, et dans un autre, pas du tout. Et parfois, c'est au sein d'un même établissement. Il y a juste une porte qui va séparer deux services. Et à population égale, soignant égal, un service va beaucoup isoler et le service d'à côté ne va pas du tout avoir recours à l'isolement et à la contention. L'idée de Pletker, c'est justement de s'intéresser à ces établissements qui n'ont pas ou peu recours à l'isolement et à la contention pour essayer de comprendre comment ils font. Hein. Et donc il y a des établissements en France, hein, à Marseille, à Lille, à Laragne, Saint-Flour, le secteur 3 de Sainte-Anne. Enfin voilà, il y a tout un tas aussi d'établissements, de secteurs, de pôles, d'unités, hein, c'est très aléatoire, qui ont des pratiques assez intéressantes à observer à ce niveau-là et qui peuvent certainement être source d'enseignement. Je disais tout à l'heure qu'au niveau des EHPAD, par exemple, 11% des EHPAD n'avaient pas de mesures de restriction de liberté pour leurs résidents. Hein, alors comment ils font ? Hein, et ça, ce serait peut-être justement intéressant à aller voir aussi, notamment auprès de la personne âgée. Donc, pour conclure sur ces questions d'isolement et de contention, alors voilà, comme je vous disais, il faut savoir qu'en France, on a énormément de retard. L'isolement et la contention, c'est généralement une préoccupation de l'infirmier.
ce qu'on a pu remarquer au niveau de l'international. Et en France, vu que l'infirmier n'écrit pas encore, ou encore en tout cas très peu, du fait d'une profession qui se développe, en France, on a extrêmement peu d'écrits sur ces pratiques, ce qui nous oblige à aller voir un international qui nous pousse aussi dans ce mouvement de moindre recours à l'isolement et à la contention, avec notamment un dispositif européen qui s'appelle FOSTREN, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une organisation de chercheurs européens qui s'intéressent à cette question de la moindre coercition, et ils viennent toujours frapper à notre porte en disant mais c'est quand qu'en France on a des éléments, et en France aujourd'hui on a très peu de choses. Donc un terrain à gagner aussi à ce niveau-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où collectivement on réfléchit à ces pratiques de moindre recours, on a déjà un effet sur la pratique. Ça c'est important de le repérer, et l'importance des institutions à ce niveau-là. Chaque équipe a un potentiel aussi, donc ne pas hésiter à être créatif, à prendre des risques, à s'autoriser à faire des choses, et c'est beaucoup plus facile de s'autoriser à faire des choses quand on est autorisé aussi à faire des choses, et ça c'est une des limites qu'on peut rencontrer parfois dans nos institutions aujourd'hui. Valoriser, se faire confiance, voilà. Quel droit à l'erreur aussi on a dans nos établissements? Est-ce que quand on va se tromper, ce qui peut arriver, on va nous jeter la pierre, ou au contraire on va nous dire au moins on a essayé, on peut proposer autre chose, Et ça c'est vrai que c'est des regards différents du coup qui vont vraiment influencer sur ces questions de moindre recours à l'isolement et à la contention par exemple. Et voilà. Sûrement beaucoup de questions sur ce sujet très intéressant. Moi, je vais en commencer une. J'en posais une. On voit qu'il y a, enfin, on le sait d'ailleurs, c'est de plus en plus légiféré en psychiatrie. Ma question, c'est quid des EHPAD et autres lieux où la contention qu'on va appeler maintien de sécurité a lieu, puisque des choses vont évoluer à ta connaissance sur cette question-là, et ce que tu en penses, entre guillemets, étant donné que tu travailles sur cette question. Alors ça évoluera, ça c'est sûr. Nous, on est beaucoup en lien avec les équipes du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et en effet, à un moment, il a été proposé aussi qu'ils aient ce travail-là, d'aller à l'intérieur de tout lieu où il puisse y avoir de la contention, tel que les EHPAD, mais aussi tout ce qui est pédopsychiatrie. Normalement, en pédopsychiatrie, il n'est pas censé y avoir d'isolement et de contention aussi. Et le problème, c'est aussi une question de moyens. C'est que je crois qu'il y a à peu près 700 établissements en France psychiatriques. Des EHPAD, il y en a 7000. Ils ne peuvent pas faire ce suivi-là. Et puis de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de texte réglementaire sur ces questions-là, même s'il y a des tolérances. Il y a certaines, la qui avait émis quelques recommandations, mais qui en soi n'ont pas de valeur législative. À un moment ou à un autre, il y aura une légifération, oui. On y vient. Jean-Claude Montfort. Donc, mille merci à vous. Vous amenez. Alors, c'est la deuxième fois que je vous entends, mais à chaque fois, enfin, c'est pas à chaque fois parce que je loupe des choses, des articles que vous faites, mais à chaque fois, c'est un plaisir que j'ai de vous lire, de vous écouter. Vous, la profession infirmière, je suis venu assez souvent ici à Limoges et il y avait des sessions infirmières aussi importantes que les sessions pour les médecins. Et moi, je quittais les médecins, je filais pour les sessions infirmières. J'avais un plaisir que je retrouve avec vous. Jean Lefebvre-Utile, qui a passé son doctorat en éthique, là, vous amenez des choses, alors du monde de l'adulte et surtout, alors pour Jean, le monde de tout petit, et tout ce que vous posez, c'est immédiatement accessible en l'aménageant un tout petit peu à la personne âgée, qui meurt et qu'elle ait vécu, que vous décrivez très bien. Et puis, je voulais juste deux petites choses sur deux choses, je prélève juste deux choses parmi le plaisir des patients, un tout petit nombre, a dit, vous vouliez pas m'emmener dans la chambre d'isolement parce que je vais être bien. Et c'est alors dans le monde des traumatismes, moi je dis que la psychiatrie devrait être rebaptisée psychotraumatologie, ils sont traumatisés, et vous l'avez dit, vous l'avez montré, ils ont une addiction au traumatisme. Et on est attiré vers l'alcool, on est attiré vers la chambre d'isolement parce que
c'est le paradoxe et l'absurdité de l'intelligence animale qu'est l'homme, d'avoir une addiction au traumatisme, donc de se faire battre par son compagnon ou sa compagne, et on y retourne, on les met en isolement, ils y retournent. C'est une horreur, enfin on croit que c'est thérapeutique. Donc merci à tout ce que vous faites, à la créativité, l'art-thérapie, les médiations, enfin tout quoi. Et la deuxième chose, sur l'addiction, je voulais vous dire, ici, enfin pas ici, parce que ça a lieu tous les ans, mais c'était à Lorient de mémoire en 2007. Moi, j'étais dépassé sous l'eau parce qu'on avait mis sur pied un micro-dispositif à Sainte-Anne pour s'occuper des personnes, âgées, hors normes, dont personne ne veut, c'est-à-dire qui étaient attachées ailleurs, quoi. Et on s'était mis pour ambition, ce petit dispositif d'appui de psychogériatrie, justement de tout faire pour aller vers le zéro contention. Et puis alors parfois, on était très peu nombreux, puis on est vraiment coincés, quoi. Hein. Et on se dit, mais c'est pas possible, on va le tuer, quoi. Et parce que on avait les plus, enfin vous voyez, hein, 102 ans, mais avec une agitation mais incroyable, vous voyez. Et puis on avait les locaux qu'on a, c'est-à-dire nuls, quoi. Enfin, et on s'est dit, mais comment faire Je fais très vite. Hein. On a présenté une vidéo. Alors on n'a pas filmé ce qu'on faisait, hein, enfin, avec des patients, mais on s'est filmé. Et l'un d'entre nous a joué le patient âgé qui est tout déjà cassé, quoi, et puis nous on va le casser, quoi. Et on a montré ce qu'on a appelé le FBI, la full brief immobilization, c'est-à-dire que on avait bien compris qu'on allait les tuer si on les attachait 30 minutes, 3 heures, 30 jours, quoi. Et avec ce qu'on a appris de l'intelligence animale, donc dans les milieux vétérinaires, on a développé cette immobilisation complète brève. C'est-à-dire, il s'agit pendant 30 secondes d'immobiliser, mais alors brève mais totale. Et à ce moment-là, il y a un mécanisme animal dont on fait partie, c'est qu'il y a, alors les psychomotriciens sont beaucoup plus familiers que nous, il y a une dissolution immédiate du tonus musculaire, mais du tonus psychologique. Et quand ils sortent de cet état, c'est pas un état modifié de conscience, c'est pas un état hypnotique, c'est un état de playing dead. Je fais le mort parce que c'est ma seule manière de survivre. Il se passe, alors on ne sait pas encore ce qui se passe parce que c'est énigmatique, mais du coup, après, on les installe dans un fauteuil en osier, on amène un verre d'eau, et puis là, on parle, on va marcher, et c'est terminé, on n'aura plus besoin ni de contention mécanique, ni de contention chimique. Et puis je termine avec pas les Finlandais, mais les Norvégiens, tout près du cercle polaire, à Tromsø. Alors en psychiatrie adulte, mais je pense qu'on peut le faire en psychogériatrie ou chez l'enfant. Et on peut choisir quand on va pas bien, on peut choisir dans des unités où il y a de la contention, où il y a du médicament, et puis on peut choisir des unités qu'ils appellent drug free unit, des unités sans traitement médicamenteux. Donc il n'y a plus d'approche médicamenteuse, il n'y a que l'approche humaniste. C'est-à-dire tout ce que vous faites avec Jean Lefebvre-Utile. Merci beaucoup. Qui porte bien son nom, hein, Jean Lefebvre-Utile. Merci beaucoup. Bonjour, Nathalie Yano, je suis cadre de santé, donc je suis depuis 25 ans auprès de la personne âgée. Je voulais rebondir sur les EHPAD, puisque je suis aujourd'hui responsable d'un EHPAD avec 3 unités Alzheimer et avec un gériatre, entre autres, qui a fait un DU de psychogériatrie et son mémoire sur les contentions. Alors me faire un petit peu l'avocat du diable, mais pas trop, dans le sens où déjà, avec les troubles cognitifs, hein, surtout la déambulation, les troubles du comportement, on utilise la contention qui est, à contrario, qui est pratiquement jamais un isolement, hein, donc c'est déjà pas la même chose, qui sont de courte durée, et puis qui sont expliqués avec le résident, hein, travailler, voir si c'est bien toléré, parce que sinon, on essaye d'abord d'autres moyens, mais même si c'est notre dernier recours et qu'il est mal toléré, on continue de réfléchir ensemble. Hein, vous parliez d'équipe, mais c'est vraiment important. Pour dire aussi les bénéfices, parce que par exemple quelqu'un qui déambule beaucoup avec un risque de chute, le contentionner un peu à un moment va permettre aussi de réduire sa fatigue et réduire le risque de chute. Donc souvent c'est des courtes durées. Le moment du repas, parce qu'on a des personnes qui sont tellement dans la déambulation qui ne peuvent même plus s'asseoir pour manger, et donc par exemple on va contentionner sur une courte durée si c'est bien toléré au moment du repas, et en fin de compte où il reprend une alimentation, et c'est un peu un cercle vicieux.
Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur la courte durée, on a de plus en plus, alors nous on réfléchit beaucoup sur les contentions en équipe, aussi parce qu'on a 3 unités, sur les contentions à l'endormissement par exemple, voilà, où il va plus y avoir des contentions pour dormir la nuit, mais juste à l'endormissement on essaye. Et régulièrement, alors même si, alors il n'y a pas de texte de loi, mais le seul de texte qui existe, c'est que ça doit être prescrit et réévalué toutes les 24 heures, ce qui est impossible. On essaye au moins toutes les semaines en équipe de se reposer la question sur les contentions. Et voilà, par exemple, pour les EHPAD, maintenant, on essaye beaucoup d'avoir des lits Alzheimer au plus bas. Et on essaye en fin de compte le droit au risque aussi, avec un petit matelas par terre et que la personne va pouvoir quand même se lever en diminuant les risques de chute, parce que c'est souvent pour ça. Je rebondis aussi sur ce que vous disiez sur les IFSI, peu de temps par rapport aux contentions et par rapport à la psychiatrie, mais aussi par rapport aux troubles cognitifs, parce que on sait que dans la vie d'un infirmier, il rencontrera énormément de personnes avec les troubles cognitifs. Et juste une petite expérience qu'on a eue, puisque on a eu 3 unités Alzheimer au moment du Covid. Quid de un cas Covid dans une unité Alzheimer où tout le monde déambule. Et en réfléchissant avec le service hygiène de l'hôpital, au début on était un petit peu démunis, on s'est dit on va isoler la personne dans sa chambre, quelquefois obligé de la contentionner, et puis en fin de compte on était sur des 11 jours, et puis en fin de compte après les autres l'avaient quand même, et puis finalement la deuxième vague on s'est dit on laisse tout le monde déambuler, puisque de toute façon on arrivait à la même chose, sauf qu'on avait perdu quand même des facultés physique sur les premières, qui avaient vite récupéré. Mais voilà, pour dire qu'il y a quand même énormément de réflexion. Les médecins coordinateurs, parce que nous on a des médecins gériatres salariés de l'hôpital, c'est encore un petit peu différent, mais dans les EHPAD, puisque j'ai travaillé aussi dans d'autres EHPAD, les médecins coordinateurs, maintenant ont beaucoup de réflexion aussi sur les contentions. Tous les soignants ont bien compris que c'était une prescription, que ça devait être remis en cause régulièrement, que même la barrière du lit, c'est une contention. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a de l'évolution quand même par rapport à ça. Oui, alors je pense que vous faites pas l'avocat, vous êtes pas l'avocat du diable, non. Comme je l'ai dit, en France, on est dans une dynamique de réduction. Moi, je travaille en psychiatrie et ça m'arrive d'isoler et de contenir un patient aussi, parce que on n'a pas aujourd'hui toutes les ressources aussi qui nous permettent de ne pas y avoir recours. C'est pour ça qu'au niveau national, on est dans une dynamique de réduction, pas d'abolition. On y viendra peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas pour l'instant, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc non, l'idée, avec toute la revue de littérature, c'est pas de dire on est des très mauvais soignants parce qu'on attache et qu'on contient des gens. Non. Mais c'est quand même assez intéressant d'avoir ce regard-là. Vous parliez du risque de chute. En effet, on va contenir un patient parce qu'il chute, et du coup pour éviter qu'il se fasse mal, et en faisant ça va avoir l'effet pervers aussi de majorer le risque de chute. Alors j'ai bien retenu la courte durée justement qui va limiter ça, qui en effet dit on y pense, on y réfléchit, et c'est ça qui est important. Dans toute pratique d'isolement et de contention aujourd'hui, j'ose imaginer qu'on en fait du soin avec ce qu'on va y mettre, même si la pratique en elle-même n'est pas un soin. Nous, ce qu'on va y apporter, j'espère qu'en effet, c'est du soin, que ce soit dans la réflexion clinique, mais aussi dans l'accompagnement qu'on va proposer. Oui, alors, loin de là, la réflexion, justement, c'est une question un peu polémique, on est bien d'accord. Ce qui est très important, moi je pense, et comme tout, d'ailleurs, y compris la contention chimique, c'est la réévaluation et la courte durée, surtout dans ces pathologies-là. Donc quand le dispositif est raisonné, penser en équipe et réévaluer très régulièrement et très c'est surtout ça qu'il faut retenir, je pense. Mais on pourrait faire des alternatives sans y avoir recours si on se mettait dans différents dispositifs et tous les moyens nécessaires. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin et d'avoir participé à ce symposium. Voilà, donc reprise à 11h pour les prochaines sessions.